Acheter dans le luxe en 2026. Par quoi commencer? Alors, investir dans des articles de luxe, ce n'est pas juste investir dans un sac prisé. C'est en fait tellement plus que ça. Surtout si tu veux en faire un revenu complémentaire de manière durable, pas juste éphémère. Et en fait, pour y arriver, il faut tenir compte d'une multitude d'éléments, dont l'observation du marché, pour déceler justement les tendances, les opportunités, mais aussi les pièges dont il faut tenir compte. Ça tombe bien, dans cet épisode, je te partage mes observations pour investir dans le luxe en 2026. Je me nomme Cécile Demeyer, j'investis dans des articles de luxe depuis 2012. Je suis créatrice de contenu et formatrice sur le sujet et dans ce podcast Luxe Invest Podcast, on parle de luxe, d'investissement, de mindset et d'entrepreneuriat. Alors, lorsque je discute d'investissement dans des articles de luxe avec différentes personnes, un type de question qui revient quand même assez régulièrement, c'est « Mais Cécile, comment savoir qu'une pièce de luxe a un potentiel de valeur intéressant? Comment savoir que ça vaut réellement le coup? Quel est le truc pour savoir quel article investir et qu'on sait que d'office c'est bien ?» Et chaque fois, face à ce type de questions, je suis un peu prise entre deux, je vais pas dire entre deux feux, mais presque. Parce que je me dis, par exemple, si tu veux investir en immobilier, et que tu dis, comment est-ce que je peux savoir que le bien que je veux investir, ça vaut le coup? On va souvent te répondre, il faut regarder le marché. C'est où est situé ton bien? Est-ce que c'est une zone intéressante ou pas? Quels sont les prix dans les environs du même type de bien? Est-ce que ce bien, tu peux lui redonner plus de valeur d'une certaine manière? C'est souvent la même chose. Et en fait, ici, pour ce type d'investissement dans le luxe, finalement, c'est assez similaire. C'est que la réponse, elle se trouve toujours au même endroit. Elle se trouve sur le marché du luxe neuf et d'occasion, sur le marché du luxe en général. Bien entendu, l'expertise et la maîtrise finalement de ce marché, donc quand tu as fait pas mal d'opérations d'achat-revente, fait que tu analyses beaucoup plus facilement la situation. Comme quelqu'un qui a investi en immobilier depuis longtemps, il a certains réflexes parce qu'il a développé en fait ses connaissances. Mais les informations de base, elles te sont en fait accessibles. Si tu as cette envie d'apprendre, elles se trouvent sur le marché, elles ne sont pas cachées. Et donc ici, finalement, je vais t'en donner un aperçu très concret avec mes propres analyses du marché pour 2026. Donc mes observations du marché du luxe en 2026. Au niveau du marché du luxe global, on observe que depuis quelques années, il y a vraiment cette stratégie que toutes les maisons suivent. Elles veulent être omniprésentes partout, c'est-à-dire en dehors des boutiques aussi. C'est au-delà de la simple boutique. On a vu émerger pas mal de choses. Concept store, café, hôtel, exposition éphémère. En fait, de plus en plus, les maisons cherchent à connecter. Et de manière beaucoup plus simple aussi, si on revient plutôt à tout ce qui est cosmétique, comme le parfum avant lui, le maquillage aujourd'hui est un peu la porte d'entrée de toutes les maisons de luxe. C'est cette porte d'entrée accessible. Toutes les maisons font du maquillage aujourd'hui. Le luxe est donc devenu omniprésent, digitalement et physiquement. Je parle même pas ici encore des films et des séries, si on ajoute ça, ils sont aussi omniprésents, mais ça existait déjà depuis quelques années. Donc on voit que le secteur du luxe met finalement beaucoup d'efforts à être omniprésent partout, à dépasser ce stade de juste boutique, de juste expérience pour ceux qui peuvent se l'offrir. Il y a ce côté effectivement inaccessibilité, mais il y a quand même ces petites miettes qui sont laissées à l'entrée. Et il faut aussi savoir que tu as peut-être entendu parler de cette génération Z. Cette génération Z, cette jeune génération, elle est fort différente des autres. Elle est à la fois consommatrice, ultra exigeante et déstabilisante. Et le luxe a besoin de la séduire. Mais c'est
stratégie d'avant ne marche pas sur elle. Et donc, elle a besoin de se recentrer, de comprendre cette génération et de répondre à ses besoins parce que ce sont les futurs consommateurs. Ce sont les consommateurs d'aujourd'hui, mais de demain aussi. Et ce sont les futurs parents des futurs consommateurs. Et aussi, le luxe consomme de plus en plus jeune. On le voit dans les chiffres, on le voit dans les rapports. Mais le luxe reste toujours en croissance. Donc, le luxe est une institution qui évolue, qui s'adapte, mais surtout qui a compris que aujourd'hui, elle doit vraiment faire partie de la vie des gens, d'une manière ou d'une autre. À présent, on va regarder d'un peu plus près le marché de l'occasion par rapport au luxe. Depuis 2025, j'observe sur ce marché deux grosses tendances. La première, c'est qu'il y a vraiment un ralentissement des ventes. Alors oui, moi c'est quelque chose que j'observe, donc aussi avec mes propres opérations. Et dans les recherches que je fais, etc., c'est qu'en fait, il y a une tendance à ce que le marché, je ne vais pas dire soit plus mou, mais les choses sont moins fluides qu'en 2024, par exemple. Là où je vendais beaucoup de pièces, et peu importe les pièces, des chères, des moins chères, etc., là, je constate que ce qui reste, entre guillemets, encore facile, ce sont les petites pièces, les petits montants. Les petits montants, ça se vend encore assez facilement comme des petits pains. Mais dès qu'on dépasse entre 400 et 500 euros, ça devient plus compliqué. Ça prend plus de temps. Il y a, je vais pas dire plus de méfiance, mais il y a plus de réflexion derrière, ce qu'il n'y avait pas avant. Et la deuxième grosse tendance que je vais observer, c'est qu'il y a une augmentation importante des prix de certaines pièces de luxe, et ça, quelles que soient les marques de luxe. Cette augmentation, c'est du simple au double. Un article qui valait l'année passée, je vais dire 200 euros, peut valoir 600 euros aujourd'hui. Je l'observe sur des sacs, sur des accessoires, sur pas mal de catégories en fait. Évidemment, c'est pas sur tout, mais sur des choses bien précises où je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé en un an de temps? C'est assez impressionnant. Et donc il y a vraiment ces deux tendances qui sont un petit peu, je vais pas dire en opposition, mais on va se dire c'est pas logique, il y a une augmentation et puis il y a moins de ventes, qu'est-ce qui se passe? C'est censé baisser? Non. Et en fait, qu'est-ce qui explique ça? Ça s'explique notamment par la croissance impressionnante de la seconde main de manière générale. Et cette croissance, elle se fait aussi sur le luxe. Ça veut dire que l'offre en fait, tous les articles qui sont disponibles, elle a énormément augmenté. Et donc, plus il y a d'offres, évidemment, plus il faut être concurrentiel. C'est-à-dire que la personne qui veut acheter, elle a plus de choix aussi. Et donc, il y a plus de vendeurs, il y a plus d'articles, mais il y a plus d'acheteurs aussi. Donc oui, tout ça a augmenté, mais ce qui fait que là où il y avait plus de rareté sur certaines choses, elle est moins présente, ces raretés aujourd'hui. Et ce qui explique aussi donc ces deux tendances, ça va être l'actualité mondiale du moment. L'actualité qui est pas très heureuse quand même entre les États-Unis, la Russie, voilà les pays où il se passe pas mal de choses pas très joyeuses. Mais ça on sait, on le voit dans l'histoire de manière générale, que ça amène un certain comportement chez les gens, certaines pensées. C'est qu'on est plus méfiant, c'est qu'on a moins d'espoir, c'est qu'on a certaines craintes. Et donc, on se retrouve ici avec une dualité entre des prix qui s'envolent sur certaines choses et finalement des particuliers, comme toi et moi, qui veulent juste vite vendre le plus vite possible en fait, quitte à baisser drastiquement les prix pour juste avoir de l'argent et en sûreté avec cet argent. Et c'est quelque chose d'assez particulier parce que il y a des opportunités grâce à cette situation et ces deux tendances, mais en même temps, il faut rester attentif à ce qu'on fait aussi. Donc ici, en termes d'investisseurs, on parle d'investissement. C'est que du coup, d'un côté, il y a des opportunités à les saisir, mais d'un autre côté, il faut se méfier de ne pas être dans ces réactions, justement, où on va être dans la réaction, réaction, par rapport à cette situation pas hyper confortable. Et si je vais un peu plus loin, je peux dire que le marché de l'occasion aujourd'hui, il est beaucoup plus mature. Parce que d'un côté, tu as les personnes qui ont beaucoup plus le réflexe de chercher les prix, alors qu'avant, la personne avait plus tendance à regarder le prix du neuf et à se dire « Ok, je vais sur l'occasion, ce sera moins cher », sans trop vérifier, des fois l'acheter plus cher en occasion qu'en neuf. Aujourd'hui, il y a plus ce réflexe de « Ok, je connais le prix du neuf, je vais voir en occasion combien ça se vend, je fais une petite recherche ». Aussi, on connaît beaucoup mieux la valeur des articles de luxe. Je le vois clairement.
clairement, les gens aujourd'hui vont plus pas être dans la méfiance, mais vont être dans je vérifie les choses, je connais plus aussi ce que vaut tel et tel article, et donc je vais chercher finalement à l'acheter à tel prix et plus à des prix délirants. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Et négocier finalement, ça devient la norme. Là où il y a encore pas longtemps, c'était un petit peu... il n'y avait pas beaucoup de monde causait, c'était un petit peu... on était un petit peu gênés de négocier. Aujourd'hui, YOLO, on y va, quoi. Et surtout, dans la jeune génération, il n'y a pas cette honte, ce malaise de se dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce que la personne va penser ?» ou de se dire même « Je négocie, mais après j'achète pas, oh, qu'est-ce qu'elle va penser ?» Non, la négociation est vraiment devenue la norme. Et ça change beaucoup de la dynamique du marché aussi. Le vintage aussi, on le sait, il a la cote depuis quelques temps et ça continue d'être le cas. Et d'autant plus sur certaines pièces bien spécifiques, des collaborations, des éditions particulières. On l'a vu par exemple avec Takashi Murakami. Et certaines pièces, moi je le vois depuis 2024, elles ont plus que doublé de valeur. C'est assez impressionnant. Donc, quelles sont les opportunités en 2026 avec tout ça? Parce que ça n'a pas l'air hyper positif. Pourtant, si, je t'assure. Déjà, les opportunités en 2026, c'est vraiment sur la partie achat. Pourquoi? Parce que on retrouve aujourd'hui des sacs iconiques qui sont à des prix cassés. Je l'observe par exemple, je donne 2-3 exemples, sur Dior. Dior, le Lady Dior Vintage, mais aussi Gucci. Par exemple, tout ce qui va être sac Dionysus, marmon ou bambou. Je peux te dire que là déjà, c'est beaucoup moins cher qu'il y a encore 1 an ou 2 ans. Et donc, il y a vraiment des choses à aller chercher dans les bons prix. Tu attends, tu patientes que le marché remonte et tu vas te faire une belle plus-value. Il y a aussi de belles pépites vintage à dénicher. Sac vintage Hermès, par exemple. Pourquoi est-ce que je parle d'Hermès? Ah, Hermès, inaccessible, c'est super cher. Oui, mais on oublie qu'aujourd'hui, le sac vintage Hermès, c'est le sac Hermès accessible. Accessible. Sauf qu'Hermès continue à augmenter ses prix. Donc, pour moi, c'est un super plan d'aller chercher des sacs vintage au bon prix, de les conserver, donc là on parle plutôt d'un investissement long terme, et de les revendre au bon moment. Je suis certaine que ça va faire une très belle plus-value. Il y a aussi des prix bas sur des catégories auxquelles on ne pense pas toujours. Les chaussures, les petits bijoux fantaisie, les accessoires, etc. Oui, parce que, je te le rappelle, mais il n'y a pas que les sacs comme investissement ici. Et alors pour la revente, quelles sont les opportunités? Donc, comme je te l'expliquais tout à l'heure, c'est que les petits articles ont clairement la cote. Donc, ce qui va s'écouler assez facilement et rapidement, ça va être les chaussures, les accessoires. Les acheteurs, en fait, tout simplement réfléchissent moins sur des montants plus faibles. Oui, là, ici, on parle, les chaussures, tu vas les revendre, je vais dire, selon les marques, entre 100 et on va dire 500 €, soyons fous. Là où un sac, on commence souvent plutôt, la bonne affaire à 400 € et puis ça monte vite à plus de 1000 €. Donc forcément, les acheteurs, ils vont plus, ça dépend de leur budget, mais ils vont plus se ruer sur les accessoires et les petits articles, où là, il y aura moins de réflexion derrière finalement, donc les ventes sont plus faciles aussi. Et donc finalement, avec ces petits articles et ces opérations rapides, c'est une manière aussi de te faire du cash rapidement. Et pourquoi pas réinvestir ça justement dans un article comme, imaginons un sac Hermès vintage, que tu vas conserver plus longtemps pour avoir une belle plus-value par la suite. Et maintenant, quelles sont les opportunités pour l'optimisation? Parce que tu le sais, ici je parle d'optimisation, moi j'aime toujours améliorer les choses, améliorer mes investissements, aller un cran plus loin. Eh bien, déjà, tu peux acquérir les bonnes pièces aujourd'hui. Tu peux les acquérir aujourd'hui et les conserver pour les revendre au moment opportun. Donc, par exemple, sac Hermès vintage, un lit Dior de chez Dior au bon prix, et tu les conserves. Parce que comme les gens sont en mode « Oh mon Dieu, le prix de l'essence a augmenté, il faut vite que je me passe de l'argent », c'est aujourd'hui que c'est plus facile de négocier chez certains vendeurs particuliers. On sait aussi que l'accélération du marché de l'occasion du luxe ne fait que commencer. On n'est qu'au début de cette accélération. Et donc, on sait que les opportunités, elles sont toujours là. Les opportunités sont que devant nous. Et donc, ce qui est finalement accessible aujourd'hui ne le sera sans doute plus demain. Et je te donne l'exemple avec le sac vintage Hermès. Aujourd'hui, tu peux en trouver à des prix en dessous de 1000 €. Mais peut-être que dans 1 an ou 2, ça sera fini. Et peut-être que tu n'auras pas ce budget-là. Et donc, moi, je pars de ce principe-là aussi, c'est que, en fait, en tant qu'investisseur, c'est quand même dans des moments de creux, dans des moments où la situation fait qu'on se dit « Oh,
ça se vend pas, et oh, qu'est-ce qu'on voit dans le monde, oh mon Dieu, mon Dieu. En fait, c'est là où les gens paniquent. Mais quand tu es investisseur, c'est au moment où tu dois te dire, c'est maintenant que je dois y aller. C'est maintenant que je dois sécuriser les choses. C'est maintenant qu'il y a des opportunités à aller chercher. Mais attention, il y a également des pièges. Et je vais justement t'en parler. Les pièges, c'est que comme il y a un ralentissement des ventes, comme je t'explique, il y a une panique qui se fait pour la plupart des gens. « Oh mon Dieu, je vends pas, je vais baisser mes prix. Ah !» Et là, toi, en tant qu'investisseuse, tu ne dois pas paniquer. Moi, je sais que quand j'investis un article, quand je l'ai bien sélectionné, quand je l'ai acheté au bon prix, je sais qu'il vaut déjà plus que le prix que j'y ai mis. Je sais aussi que les prix du luxe ne font qu'augmenter en neuf et que ça a une répercussion sur l'occasion. Il peut effectivement y avoir des moments un petit peu de creux, un petit peu comme en bourse, mais jamais de la même manière. Mais je sais que dans l'absolu, plus le temps passe, plus mon article va prendre de la valeur. Donc, si tu sécurises tout en amont au niveau de ta méthode d'investissement, il n'y a pas de raison que tu brades en fait les articles dont tu es sûr du potentiel. Donc, il ne faut pas paniquer, il ne faut pas les vendre maintenant. Et en investissement, quand il y a ce mouvement de panique, c'est l'opportunité d'achat, mais c'est aussi le signal d'être patient pour tes reventes. Et de pas justement céder à cette panique, sinon tu n'es plus dans une démarche d'investissement. Il faut pas céder à la baisse des prix à tout prix justement. C'est pas bon, tu vas rogner sur tes marges en fait, et rogner sur le potentiel de ces articles qui ne font que prendre en valeur. Au contraire, moi ce que je t'invite à faire en fait, plutôt c'est de regarder les articles que tu possèdes et de faire une analyse. Analyser qu'est-ce qui vaut la peine d'être quand même vendu aujourd'hui, qui va se vendre facilement, comme j'expliquais un petit peu les accessoires, les petits articles, et quels sont les articles où je me dis finalement, ceux-là, je les baisse pas de prix, ceux-là, je les conserve un peu, ou ceux-là, je n'accepte pas n'importe quelle offre. Et donc, il faut vraiment savoir se dire, ok, mes investissements, c'est du court, du moyen, du long terme, et aujourd'hui, par rapport au marché, quels sont les articles où c'est pas la peine de les remettre en vente aujourd'hui, où je dois les conserver et attendre un peu plus tard pour avoir un meilleur rendement. Et pour les opportunités d'achat, pareil, je ne te dis pas saute sur tout ce que tu vois passer. Non, certainement pas. Parce que dans le luxe, tout ne prend pas de la valeur et certaines pièces perdent même très rapidement en valeur. Donc c'est important aussi au niveau de tes achats de bien cerner les choses, de ne pas céder aussi à cette peur de l'opportunité manquée. Bon, ok Cécile, mais quelle est la clé pour bien investir et réaliser de belles opérations? Alors, comme j'aime le dire, il n'y a pas de secret ici. Et c'est un peu à contre-courant peut-être des discours que tu entends sur les réseaux, mais ce qui fait que tu vas réaliser de belles opérations et bien investir, ça va être la patience et la méthodologie. Et c'est ce que je dis tout le temps dans mes contenus et c'est la façon dont je l'enseigne dans mes formations. La patience et la méthodologie, c'est ça qui font que tu vas bien investir dans le luxe. La patience d'abord. La patience de quoi? La patience de chercher la bonne opportunité. Et au début, aller chercher cette bonne opportunité, je te le cache pas, ça prend du temps parce que tu dois apprendre à le faire. Tu dois attendre le bon moment pour acheter et non pas sauter sur tout ce qui passe. Et tu dois aussi vendre, revendre au moment opportun, que ça soit court, moyen ou long terme selon l'article. Parce que oui, tu as des articles que tu peux revendre rapidement, dans le mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Il y en a que c'est plutôt moyen terme, donc après 6 mois, 1 an, 2 ans, et d'autres long terme, je dirais entre 3 ans et 10 ans, selon ce que tu as dans les mains. Mais ça demande une connaissance des choses. Attendre de vendre aussi au bon prix, parce que je vois beaucoup ça. C'est, tu mets un article en vente, après 3 jours, tu as 3 likes, après 5 jours, tu te dis « Oh mon Dieu, ça se vend pas, je vais baisser mon prix ». Et en fait, tu rognes sur ta marche.
Tu rognes sur ton bénéfice parce que tu as cette peur de ne pas vendre. Ça veut dire que tu ne maîtrises pas les articles que tu possèdes, tu ne maîtrises pas ce marché. Et donc, le fait de baisser ton prix, ça veut dire que tu n'es pas convaincu toi-même de la valeur de ce que tu as investi. Et ça, c'est un gros problème. Et pour ça, donc pour pas baisser tes prix et pour revendre correctement, il faut aussi attendre de recevoir une offre correcte. Et non pas accepter la première offre ridicule qu'on te propose parce que tu te dis « Oh mon Dieu, si je dis pas oui, je vais pas vendre ». Donc ça montre vraiment que tu n'es pas assez en maîtrise de la valeur de ce que tu investis et de ce marché tout simplement. Et ensuite, la méthodologie. La méthodologie, c'est pour structurer tes achats, tes reventes et l'optimisation des choses. C'est très bien d'acheter au bon prix, la bonne configuration, c'est très bien de savoir bien revendre. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Et si tu veux évoluer, il faut optimiser, il faut analyser qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, qu'est-ce qui n'a pas trop fonctionné, pourquoi, comment faire mieux par la suite. Et ça s'appelle l'optimisation. Et l'optimisation te permet en fait de réajuster tes stratégies d'investissement ici dans les articles de luxe. La méthodologie, ça sert aussi à mettre en place tes règles, tes propres règles, pour valider tes achats, mais aussi tes règles pour finalement réaliser des reventes. Qu'est-ce qui se passe une fois que tu veux revendre l'article? À quoi il faut faire attention? Comment est-ce que tu prépares ça? Et ça mène aussi finalement à un suivi des chiffres et de ta rentabilité. Parce que c'est très bien de savoir acheter, de savoir revendre, etc. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu connais tes chiffres? Est-ce que tu connais la rentabilité sur tes articles? Et c'est ça qui va t'indiquer si tes investissements sont bons ou non. Tu vas ensuite optimiser toutes tes stratégies en fait. Achat, revente et les choses que tu mets en place. Et vraiment, c'est grâce à une méthodologie claire et carrée que tu deviens efficace. Pour conclure, le marché du luxe en 2026 nous apprend que finalement, on est qu'aux prémices de l'évolution de ce marché exceptionnel qui est le luxe et le luxe d'occasion. Il y a vraiment de belles opportunités à exploiter tout en tenant compte des pièges à éviter que je t'ai partagés. Finalement, l'analyse du marché n'est rien d'autre que de percevoir les tendances du moment et finalement en tenir compte dans ta propre stratégie d'investissement. Et ça se construit. Et il ne tient qu'à toi, en fait, de profiter aussi des tendances du marché et de ce que tu auras construit pour réaliser des investissements efficaces et qui durent dans le temps. Si tu connais quelqu'un qui serait intéressé par les informations de cet épisode, n'hésite surtout pas à le partager, à me laisser un commentaire et 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée, de venir discuter de cet épisode avec moi si tu le souhaites sur Instagram. Et je te dis rendez-vous au prochain épisode.